Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie, où nous recevons aujourd'hui le premier des censurés, Pierre Jovanovic. Bonjour Olivier. Bonjour Pierre. Alors, devinez ce dont nous allons parler. Nous allons commencer par nos amis les banques, mais cette fois, il se passe quelque chose. Ah oui, là, il y a des tremblements de terre. Non, mais là, il y a du tremblement de terre, là. Ça bouge de tous les côtés, là. C'est bien. Vous aviez annoncé des faillites chez les banques. Elles arrivent, mais elles s'accompagnent maintenant du rachat de ces banques par d'autres. Et il y a vraiment du nouveau sous le soleil des banques. Alors, on va commencer par HSBC, par exemple. L'actualité est chargée. Très chargée. C'est le moins qu'on puisse dire. Et oui, on en a parlé ensemble. On l'avait annoncé ici, avant tout le monde, d'ailleurs. Sur ce plateau. HSBC sera mise en vente parce que ça rapporte, avec les taux négatifs, ils gagnaient plus d'argent. Donc et HSBC devait faire des économies. Donc ils ont décidé de vendre. Alors ça va faire bientôt un an qu'ils cherchent un acheteur. En parle. Et là, attention, ils ont trouvé un candidat, et c'est pas n'importe lequel. Et c'est pour ça que je mets en garde tous les clients, surtout professionnels, mais même particuliers qui sont chez HSBC, parce que le candidat, le fameux candidat, c'est Cerberus. Cerberus, un hedge fund que je suis depuis 2008. Attention, et qui avait fait faillite d'ailleurs en 2008, enfin faillite cachée bien sûr, parce qu'ils ont été sauvés par la Fed, Cerberus, comme Cerber. C'est un chien en fait. Oui, c'est le royaume des morts. Donc, donc déjà que le Cerber, le royaume des morts, veuille racheter une banque mourue, il y a une logique finalement. Vous vous souvenez que tous les morts avaient une pièce dans la bouche. Une pièce d'or, mais enfin bon là ils sont en monnaie de papier, voilà, exactement. Il y a une scène d'ailleurs très intéressante dans un Percy Jones, je crois, où ils arrivent effectivement dans la barque, et donc ils essayent de payer le passeur avec des billets de $100, et le passeur il dit qu'est-ce que c'est, il lui prend et puis et ça brûle dans sa main, donc c'est obligé de revenir avec des pièces d'or pour pouvoir passer de l'autre côté pour aller en enfer. Le passeur c'est Charon. Voilà. Le fameux Charon. Je pense qu'il a même un autre nom. Enfin bon, bref, donc là, HSBC France devrait être effectivement renommé Charon Bank. Alors, je vous donne l'info, regardez bien. Le journal Les Échos, qu'on salue, se sont posé une question métaphysique. Qui est Cerberus prêt à racheter les agences de HSBC France? Alors, ma réponse, elle est simple. Un horrible fonds vautour spécialisé dans les prises de contrôle pour $1 de compagnie en perdition et qui a été sauvé par la Fed en 2008 après avoir été ruiné lors de l'explosion du 29 septembre avec le fameux moins 777,7. Mais voici, écoutez bien, voici celle des Échos. Elle vaut son pesant de cacahuètes. Fondé au début des années 1990 par Steve Feinberg, le fonds américain est prêt de reprendre 4000 salariés de HSBC France, s'est bâti une réputation de dur en affaires et amateur de situations difficiles dans le secteur financier. Voilà. À lire l'article, donc c'est une super réussite d'un self-made man sorti du Bronx, vous voyez, comme dans les feuilletons américains. En effet, oui. Voilà. Mais le journaliste, un peu servile quand même, et aux ordres des Échos, s'est bien gardé de vous montrer ça. C'est-à-dire, en fait, toutes les condamnations pour fraude financière massive de la Cerberus depuis son existence. Et alors, regardez bien, c'est quand même conséquent. Voilà, donc, non mais c'est surréaliste, quoi. Quand vous regardez le nombre de condamnations de fraude massive, de pots de vin, mais tout y passe. Mais tout y passe, là, c'est open bar. C'est open bar. Personne en prison. Cerberus, personne en prison, voilà. Donc, toutes les condamnations pour fraude financière, voilà. Et ensuite, alors, la presse anglaise les a démolies. Alors, je crois que c'était l'année dernière, on va le voir aussi, là. On va voir la une du Daily Mail. Et ils ont volé des milliers d'Anglais avec un montage frauduleux. Voilà, c'est en 2019, pardon. Les agissements criminels de la Cerberus. Alors, je vous donne, des familles anglaises ont été conduites à la ruine
par la firme américaine qu'on appelle les chiens de l'enfer. Bah oui, Cerberus. Et qui ont racheté des emprunts de banques en laquelle les Anglais avaient confiance, c'est-à-dire la Lloyds, la RBS. Oui. Et donc, en fait, ils se sont mis à vouloir récupérer 20 milliards de dettes. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des emprunts toxiques, comme ils les appellent, entre guillemets, emprunts toxiques, nucléaires. Oui. Voilà, ils ont dû les racheter genre 10 centimes pour un dollar ou une livre sterling. Oui. Et là, ils ont mis des agences de recouvrement musclées et ils ont chassé tout le monde pour récupérer ce qu'ils pouvaient récupérer. Voilà, ça, c'est Cerberus. Voilà. Donc, vous avez le grand article. Et alors, le Daily Mail, qui est l'un des journaux les plus lus en Angleterre, est allé jusqu'à dire: êtes-vous une victime de Cerberus? Attention, êtes-vous une victime de Cerberus? Voilà. Envoyez un mail à william.turville à mailonsunday.co.uk. Enfin, voilà, vous allez le voir. Ah oui, quand même. Ouais. Attends, ça c'est Cerberus. Ça c'est Cerberus. Alors, j'espère que l'État... Pardon. Mais Daily Mail aussi fait son boulot de journaliste. Mais bien sûr. Et fait son boulot d'information. Les Échos ne l'a pas fait. Voilà, exactement. Les Échos, journal servile. Voilà. Bon, en même temps, plus personne ne le lit, quoi. Je veux dire, les banques sont ses abonnés. Je veux dire, la HSBC supprime ses 200 abonnements, ou je sais pas combien ils sont aux Échos. Ça leur fait déjà... c'est complètement dingue. Mais pourquoi personne ne lit? Parce que justement, il n'y a plus d'informations. Il n'y a plus de journalistes qui font leur travail. C'est ça qui est dingue. Voilà. C'est ça qui est dingue. Hein, voilà. Donc, voilà, vous comparez mon article sur quotidien.com à celui des échos.com ou .fr. Voilà, c'est intéressant. Donc, alors, je continue. Donc, Daily Mail a montré que 60 000 propriétaires donc, se sont retrouvés avec des montages bidons qui ont été vendus à Cerberus par le gouvernement. C'est-à-dire qu'eux, ils rachètent les toxiques. Donc là, le gouvernement leur a vendu, anglais, il leur a vendu, bon, là, on ne sait pas quoi en faire, tenez, reprenez-le, démerdez-vous, on vous le vend pour 10 centimes ou 20 centimes le truc. Voilà, et donc, et ça a été absolument... bref, donc si vous êtes propriétaire, si vous êtes patron d'entreprise et que vous avez des prêts à la HSBC et que vous garantissez vous-même sur vos biens personnels, attention, là, si Cerberus reprend HSBC France, je vous demande, enfin, vous faites ce que vous voulez, si vous êtes fou, si vous êtes maso, c'est votre problème, quittez absolument HSBC France et allez à la BNP. Voilà. Je ne suis pas payé par la BNP, je précise. Non, mais voilà. Parce qu'à BNP, on a des reproches à lui faire aussi. Mais bon, par rapport à Cerberus, là, c'est sûr que... Là, c'est autre chose. Là, on est dans un autre monde. Là, on est dans les mondes des requins, des crocodiles, des chiens, des charognards. Des charognards. Voilà, Cerberus, c'est ça. Je n'ai que du mépris pour les gens de Cerberus, y compris Cerberus France. Ils peuvent me faire un procès, je m'en fous complètement. Ça m'est égal. Voilà. Je le fais au nom des clients de HSBC France parce que je les mets en garde et je supplie le gouvernement français, Bercy, monsieur le maire, ne laissez pas Cerberus racheter HSBC France. Ça va être une catastrophe sinon. Vous n'avez pas besoin de ça, vous n'avez pas besoin de vous mettre des problèmes supplémentaires. Voilà. Enfin bon, vraiment c'est très important. Donc je remercie notre lecteur, monsieur Le Bihan. À chaque fois, Le Bihan. À chaque fois, je me plante. Monsieur Le Bihan bancaire. Le Bihan bancaire, voilà, qui a vu ça, qui me l'a signalé. Parce que moi, Cerberus, je les connais depuis un bail. Oui. C'est des... Attends, moi, c'est pas bien de dire, c'est des chiens. Parce que le chien est le meilleur ami de l'homme. Voilà, c'est des ordures. Ouais. Voilà. Alors là, au moins, c'est clair, net et précis. Voilà, donc faites-le savoir, je demande à tous nos spectateurs, voilà, faites savoir cette information à votre entourage. HSBC France, c'est mort si jamais Cerberus les rachète. Voilà. Alors, il n'y a pas que HSBC qui est en difficulté. Nous avons une palette de banques qui sont en voie d'être rachetées. On pourrait peut-être commencer par, je ne sais pas moi, Orange Bank, par exemple. Non, il y en a une, parce qu'il y a une banque qui a quand même réussi
Elle a réussi Votre banque préférée? Greensill, elle a réussi sa faillite. Oui, oui. Alors, Greensill. Alors, qui connaît Greensill? Personne. Personne ne connaît Greensill. Mais je peux vous dire que Monsieur le maire a été obligé de sortir 20 millions il y a 3 jours ou 4 jours pour payer les salariés d'Ascoval qui étaient, dont la trésorerie en fait dépendait de Greensill Bank. Greensill Bank est une banque un peu particulière, c'est-à-dire que c'est pas une banque où le public a des comptes, c'est une banque qui assure la trésorerie, de la facturage. Hein, voilà. Bon, on va résumer. Je ne sais pas comment vous êtes d'accord? Oui, c'est ça. Voilà. Et donc Greensill, alors je ne sais pas si vous avez le papier là. Parce que Greensill, c'est grandiose. C'est absolument grandiose. Alors, tiens, je vous le donne. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, en France, l'État a dû remplacer la Greensill Bank et avancer 20 millions à Ascoval pour payer les salaires. Voilà. Oui. Saint-Saulve, cette annonce fait suite au dépôt de bilan début mars de la société britannique de financement Greensill, qui risque de mettre en difficulté l'un de ses clients. Le groupe sidérurgique Liberty Steel. Oui. C'est là où vous allez voir toute cette manipulation d'entreprises, de sociétés qui possèdent d'autres sociétés, qui possèdent d'autres sociétés. L'emboîtement. Et tout ça, voilà, tout ça pour ne pas payer d'impôts. Hein. C'est juste. Et pour nous emboîter. Oui, exactement, pour nous emboîter, ouais. Enfin, pas nous, mais le gouvernement pour payer moins de le fisc. Liberty, lui-même propriétaire de la scierie située à Saint-Saulve, dans le Nord, et de l'usine de rail d'Hayange, en Moselle. Oui. Alors, Hayange, ça nous permettra de faire le jump sur Orange Bank. On a des anges là-dedans, en Moselle. Voilà. Aujourd'hui, il y a un coup dur, mais il est purement financier. Ascoval se porte bien. Ascoval a des commandes. Par conséquent, nous garantirons l'activité d'Ascoval et de Hayange avec ou sans Liberty, a dit le ministre, rapporte nos amis de La Voix du Nord. Merci à notre lecteur, monsieur Jackson. Voilà, Jackson. Voilà. Alors, c'est très important de comprendre Greensill parce que Greensill, c'est une banque colossale présente dans 170 pays, je crois, et qui garantit, la trésorerie, c'est-à-dire qui fait des avances de trésorerie. Oui, voilà, qui fait des avances. Par exemple, toutes les pharmacies anglaises, les avances de trésorerie sont faites par Greensill. Au nom du gouvernement, par exemple. Hein, voilà. Mais je crois savoir qu'en plus, au moment de cette faillite, quelques jours avant l'annonce de la faillite, les dirigeants de Greensill se sont accordés des prêts sur la banque, sauf erreur. Oui, vous avez l'info. Oui, c'est la banque Ikea. Oui, c'est ça. Voilà, c'est la banque Ikea. Ouais. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu la banque. Ça, c'était en 2008. En Islande, vous savez qu'il y a tout un tas de banques bidons, etc. Et donc, les banquiers islandais, on va dire on est mardi ou mercredi, ils ont dit, bon écoute, on dépose le bilan vendredi. Alors, attends, avant de déposer le bilan, on va se faire des prêts. Alors toi, tu veux combien? Oh, bah, moi, je veux 20 millions. Alors, donc, tout le conseil d'administration, les mecs, ils étaient 15-20, et se sont fait des prêts, l'autre pour s'acheter plusieurs voitures, l'autre pour sa cuisine, pour s'acheter un mur de maison, etc. Voilà. Et ils ont déposé le bilan 3 jours plus tard. Non mais je ne sais pas si vous voyez l'escroquerie de ces banquiers. Et Greensill Greensill a fait la même chose. Greensill a fait exactement la même chose. Je vois pas le papier. Moi non plus. Dieu sait si j'en ai, mais bon, de fait, les dirigeants se sont accordés des prêts juste avant l'annonce. Non mais c'est énorme. Mais c'est absolument énorme. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Ces banquiers sont devenus complètement fous. Ils sont au-dessus des lois. Ils se permettent. Mais à la limite, mais pourquoi se gêner? Puisque l'État, tous les États les laissent faire. Sont affaiblis en plus. Too big to fail, hein, comme on dit. Hein, voilà. Sauf que là, Greensill a fait un too big to fail. Et là, attention, parce que c'est pas fini. Ça, c'est que le début. On va le savoir, je pense, d'ici le temps que l'administrateur judiciaire qui a été nommé à Londres fasse le tri. Je peux vous dire déjà que les régions allemandes, les Länder, il y a énormément de régions qui ont justement fait des placements chez eux. C'est fini, c'est perdu. Et là, par exemple, c'est vous et moi, nos impôts, qui ont avancé les 20 millions à Ascoval. Voilà. À cause de la faillite de la banque Greensill, à la place de Bercy, parce que Bercy, c'est vous et moi, hein, et l'argent de nos téléspectateurs. Voilà. Et que tous ceux qui vous disent, oui, non, les banques sont en train de tomber. En voilà encore une.
Bon. En voilà encore une. Alors, voilà. on va en faire tomber d'autres aussi, malheureusement. Ouais, on a parlé des anges. Donc, Alors, on a va aller à Orange. Orange Bank. De Hayange à Orange. Voilà. Orange Bank, bon. Orange Bank. On en a parlé ensemble il y a un an. On l'avait annoncé. On l'avait annoncé. Et il y avait des sceptiques pour nous dire que, mais non, ça va, vous allez voir, ça va marcher. Ça ne marche pas. Moi, j'adore les sceptiques. On devrait les jeter dans des fosses. Hein. Des faux sceptiques, d'accord. Ça ne s'écrit pas de la même façon, mon cher. Des faux sceptiques, ouais. Alors, Orange Bank est à vendre. Non, alors Stéphane Richard dit, alors le PDG de Orange dit, oh, mais non, mais ma banque elle n'est pas à vendre, elle n'est pas à vendre. Et puis en douce, alors on va voir parce que ça, je me suis fait un malin plaisir de mettre 2 captures écran là sur quotidien.com. Vous allez les voir. Il y a en haut, le premier c'est à la une du Figaro. Oui. Ma banque n'est pas à vendre. Voilà. Hein, on va le voir. Et puis, juste après, vous avez, alors c'est dans Capital, vous avez Orange Bank a mandaté la Barclays, la Barclays France, pour vendre, pour trouver des racheteurs, et la BNP sur les rangs. Oui, en effet, la BNP, oui. Les mecs, Orange Bank. Bon, nous, on l'avait annoncé il y a un an, je m'en souviens, dans une revue de presse ici. On a dit barrez-vous de quitter cette banque en courant. Ce sont des losers. Il n'y a plus de service client. Ils ont viré tout le monde. Quand vous leur envoyez un mail, c'est un robot qui vous répond. Oui. Voilà. En fait, il doit y avoir un mec pour je ne sais pas combien de comptes. Quoi. Bon, mais une fois de plus, personne ne sera sanctionné. Mais évidemment. Mais c'est de la folie furieuse. En fait, Stéphane Richard, Orange, a lancé cette banque uniquement pour se renflouer en disant quitte à. On se fait une banque. J'en ai déjà parlé ici avec vous, justement. Oui. Je crois que même il y a 1 an et demi. Oui, il y a 1 an et demi. Et je vous ai dit, vous verrez, cette banque ira au tapis. Oui. Hein, voilà. Exactement, regardez, elle va au tapis. Et personne ne sera sanctionné, personne ne sera en tôle, on ne pourra pas leur porter des oranges. Mais moi, elle est bonne. Je l'attendais pas, celle-là. On va porter des oranges. Mais sérieusement, pendant ce temps-là, le service Orange n'est pas... Le service téléphone, le cœur de métier d'Orange, n'est pas aussi... comment dire, satisfaisant que cela. Non, mais attends. Il ferait mieux de s'occuper de son cœur de métier. Non, mais attendez, là je l'ai là. La deuxième banque française la plus nulle cherche cette fois un sauveur, puisque l'assureur Groupama lui a fait un bras d'honneur. Oui, elle n'a pas accepté. Hein. Groupama. C'est pas Groupama, c'est pas la. Ils n'avaient pas une pub avec une nana qui s'appelait Cerise. Oui, bien sûr, et qui avait des pois verts. Elle avait des pois verts sur sa robe. C'est ça, mais cerise. Sur le gâteau. Sur le gâteau, oui. Cerise sur le gâteau orange. Tu vois. Bon. Oh là là. Bon. Non, mais là, on fait un enchaînement, là. Mais attends. L'opérateur Télécom cherche un nouvel actionnaire pour remplacer qui détient Groupama, donc qui détient 22% du capital, blabla, mais cherche à se désengager. Donc Groupama, ils ont dit, il y a le feu dans les comptes, il faut qu'on se taille, tu vois. Eject. Interviewé par le Figaro, le PDG d'Orange, Stéphane Richard, a déclaré « Nous ne souhaitons pas vendre Orange Bank. Nous avons commencé à chercher un nouveau partenaire pour éventuellement remplacer Groupama. » J'adore le « éventuellement remplacer ». Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est recherche de partenaires pour remplacer. Mais écoutez, c'est le scénario qui arrive à d'autres banques aussi. Non, mais en plus, le Canard enchaîné rapporte que l'opérateur s'apprête à céder la majorité du capital d'Orange Bank. C'est drôle. Donc, ça serait bien de voir qui va racheter. Mais... alors attendez, parce qu'il y a un truc très drôle. C'est mais le plus drôle, voilà. Le plus drôle de l'année 2020, la déclaration la plus folle de l'année 2020, elle est chez Orange Bank aussi. Pour Paul Deleusse, directeur général d'Orange Bank, ces pertes sont des investissements. Ah bon? Alors vous êtes pas déco. Alors expliquez-nous ça, parce que là, je dois avouer que j'ai jamais vu une déclaration aussi dingue. Oui. Mais c'est Orwell, ça. La guerre, c'est la paix. Exactement. 1984. Voilà, quand même. La liberté, c'est l'aliénation. Enfin bref. Bon, alors en même temps, voilà, c'est ça. Alors Orange a décidé d'envahir l'Afrique. Orange Bank s'est aussi lancé en Côte d'Ivoire en juillet 2020. Le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso doivent suivre. En Afrique, la banque en ligne vise 10 millions de clients en 2023. LOL. Je n'ose même pas dire ici ce que je pense de cette extension africaine. Parce que déjà, comment ils prennent les clients français pour des débiles. Alors là, attention, là mais les clients africains, mais ils vont les plumer. Ils vont les plumer, mais c'est dingue.
Oui. C'est complètement D'autant fou. que... Je ne sais pas combien ils ont arrosé les dirigeants africains pour que Orange Bank puisse avoir une licence, Oui. alors qu'ils empêchent les gens de retirer leur argent. Moi, écoutez, j'ai une capture écran que vous pouvez voir sur quotidien.com. Il y a un de nos lecteurs qui a retiré 300 € au distributeur. Hein. Oui. Il reçoit le lendemain un message de Orange Bank. Oui, veuillez justifier votre retrait de 300 €. Ah, voilà, ça c'est Orange Bank. Oui. Ah, voilà. Ils sont à 300 € près, donc en fait c'est pour renflouer leur perte à eux. Voilà. Non mais c'est incroyable, c'est incroyable de voir des choses comme ça. Voulez-vous, mon cher Pierre, que nous continuions de voir celles qui sont en difficulté et qui vont être rachetées? Alors, nous avions aussi... Voulez-vous qu'on reste encore en France? Parce qu'il y avait le Crédit Agricole qui éprouve des difficultés. Il y a la Montepaschi? Oui, mais alors, c'est la Montepaschi, on va voir en Italie. Voulez-vous qu'on franchisse les Alpes, alors? Oui, je pense oui, parce nous allons franchir que les Alpes. on en a souvent parlé de la Montepaschi. Alors, la Montepaschi, ne serait que dans notre dernière émission. Bien sûr. Hein. Alors, Montepaschi dicienne, eh bien, la malheureuse, elle est la proie. Elle va être la proie d'un racheteur. La malheureuse, je peux vous dire que les cadres, ils se sont mis des millions dans la poche. Mais je pense aux clients. Sur le dos des clients, oui. Bien sûr. Alors, tout ça, ça nous rappelle quelque chose. 5 milliards pour acheter la... C'est cher. Oui, elle est évaluée à 5 milliards pour une banque en faillite. C'est cher. C'est son réseau? Oui, c'est son réseau. Ouais. Ouais, c'est son réseau. Parce que qui est derrière l'opération? Nous savons que... Peut-être que Mario Draghi, en tant que Premier ministre, président du Conseil... C'est-à-dire que Mario Draghi, dont on a souvent parlé, nous, à l'époque avec Mounic, avec notre partenaire Mounic qui était encore là. Oui, une pensée pour lui. Une pensée pour lui, absolument. Il nous a quittés à 52 ans. Hein. Ouais. Et on en a parlé tous les deux dans notre dernière revue de presse. Oui. Je vous ai dit que si Montepaschi tombe, toute l'Europe tombe. Oui. Donc, ils n'ont pas le choix. Et Draghi, président du Conseil, il va Mario Draghi, à la manœuvre. Monsieur Goldman Sachs en Italie, puis gouverneur de la Banque centrale italienne, puis gouverneur de la Banque centrale européenne, grand spécialiste de la monnaie de singe et de la planche à billets. Il fabrique de la monnaie de singe depuis 2015. Il a dit j'en fabriquais autant qu'il faudra pour que rien ne tombe. Figurez-vous que là, il est aux manettes puisqu'il a été nommé Premier ministre. Voilà. Goldman Sachs est à la manœuvre. C'est incroyable. Extraordinaire ça. Ça c'est vraiment un changement de civilisation. C'est lui qui a fait éjecter Silvio Berlusconi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est lui qui a en partie certainement agi aussi pour écarter Salvini, lequel est revenu quand même. Mais disons les choses. J'ai souvent pris la comparaison de Philippe le Bel et des Templiers. Oui. Je disais qu'au fond, la victoire de l'État national contre la multinationale des Templiers. Oui. Aujourd'hui, les Templiers l'ont emporté complètement. Totalement. Et ils ont phagocyté le pouvoir. Et on le voit très bien aux États-Unis aussi. Complètement. Mais attention, les multinationales, ce sont les multinationales qui pilotent les réseaux sociaux. C'est eux qui ont pris le pouvoir. Bien sûr, attention. Bien sûr. Parce que les banquiers, effectivement, eux, ils ont racheté les médias, mais ils ont racheté les médias classiques. Voilà. Oui. Attention, les banquiers ont racheté les médias classiques, c'est-à-dire papier, l'ancien monde, alors que les titans de la Silicon Valley, eux, maintenant, pilotent les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Et les censures. Et il suffit et les censures. C'est eux qui règlent. C'est eux qui décident qui va être élu demain. Voilà. Ça, on l'a vu avec Trump. Oui, c'est très bien. Alors, mon cher Pierre, nous allons faire une première pause. Pardon. Non mais attends, juste, on finit sur la Montepaschi. Finissez. Parce que là, ce que je vous ai dit il y a 1 mois, 2 mois même, on était ensemble. Voilà, Bloomberg l'a confirmé le 20 mars ou le 22 mars, puisque figurez-vous que Rome, donc Mario Draghi, a mis la Montepaschi très discrètement en vente, et qu'un groupe de banquiers américains mené par un ancien sénateur donc c'est proposé pour en prendre le contrôle. c'est fou. Alors c'est un ancien congressman, donc sénateur, Norman Dix, qui fait la cour donc aux Italiens et qui veut le racheter pour 4,8 millions. Alors ce qui est vraiment peu cher, c'est le cas de le dire. Et ils ont dit on vous le prend puis on vous rajoute 900 millions de capital. Oui. 900 millions. Alors, le plus amusant, c'est que la Montepaschi a été quand même sauvée 2 fois. 2 fois de la faillite totale. Une fois en 2008. Par le trésor italien. Mais bien sûr. C'est ça. Par donc, l'impôt. Les contribuables. Mais exactement. Voilà. En 2017, pour un montant total de 8 milliards d'euros.
de l'argent des impôts des Italiens, autant d'écoles, d'hôpitaux, de routes, de crèches, etc., en moins. Ça, il faut que je le rappelle. Voilà. Et aujourd'hui, les Américains en proposent à peine 5 milliards, une perte sèche sur le papier, donc de 3 milliards de plus. Voilà, on comprend que Mario Draghi ne soit pas très chaud pour acheter. Mais ce qui vous montre aussi que la Monte Paschi est de nouveau en faillite. Oui. Mais ils peuvent, comme on l'a dit dans notre émission précédente, ils ne peuvent pas se permettre de la laisser tomber, c'est impossible. Ça serait une... c'est l'Europe saute. Voilà, c'est ça. Toute l'Europe saute. Comme un trait de feu à travers toute l'Europe. Alors, surtout que c'est une des plus anciennes banques de l'histoire européenne, de l'histoire financière européenne. C'est la plus vieille banque du monde. Et c'était en fait un monde piété à l'origine. Bon, on en a parlé avec... Alors, on va faire donc une pause, et s'il en Alors tiens, besoin... on fait une pause. S'il en était besoin, vous avez démontré que les annonces que vous faisiez étaient totalement fondées, chers non seulement elles étaient fondées, mais regardez, ce que je vous ai dit... il y a 2 mois ici, sur ce plateau, Bloomberg l'a confirmé il y a 3 jours. Voilà. Pause. Alors, chers téléspectateurs, nous étions en Italie avec la Monte Paschi et avec Pierre Jovanovic, bien sûr, et nous allons refranchir les Alpes pour passer par la Suisse. Voilà, c'est ça, logique. France, Italie, Suisse. Voilà. C'est le rallye de Monte-Carlo, en fait. Très bien. Alors, c'est le rallye bancaire. Oui, c'est un rallye bancaire, bien sûr. Eh bien, voilà que l'État suisse se préoccupe aussi de racheter certaines de ses banques. Là, si c'est les banques suisses qui sont en difficulté, moi, je me pose des questions. Ovomaltine, hein. Boum. Non, mais justement, pour éviter Ovomaltine, nos amis suisses, regardez bien. Non, mais c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que le grand public ne voit pas ces informations qui sont pourtant d'une portée absolument colossale. Regardez bien. Vous n'allez pas croire les lignes suivantes qui ont été écrites par l'excellent AGFI suisse. J'ai beaucoup d'affection pour l'AGFI suisse. Ils sont très bons. Hein. Franchement, c'est les seuls qui ne... ils sont rigoureux. Ils sont rigoureux, puis ils font pas comme les Échos. Oui, mais les AGFI France sont aussi un petit peu de ce même tonneau. Ils sont assez rigoureux. Leurs critiques sont... on salue nos collègues de l'AGFI suisse. Voilà. Alors, écoutez bien, les instruments financiers... J'adore, les instruments financiers. On a l'impression que c'est un orchestre musical, tu vois, les instruments financiers. Ils jouent un peu fou en ce moment. Émis par les banques trop grandes pour être mises en faillite... Too big to fail? Non, j'invente rien. Devraient continuer à être exonérés de l'impôt anticipé jusqu'en 2026, a décidé le Conseil national. Donc, exonération fiscale pour pouvoir subsister. Non. Non, mais c'est pas merveilleux ce monde des banquiers suisses? Attends, ils perdent de l'argent. Oh, c'est pas grave, vous serez exonéré des impôts pour pas que vous fassiez faillite. Non, mais c'est merveilleux. En même temps, la Suisse, c'est le pays de la banque. Bon, et du chocolat. N'exagérons pas, la contribution de la banque au produit intérieur brut suisse est relativement modeste, contrairement à ce qu'on porte. C'est vrai? Oui. Écoutez, en tout cas, en résumé, les papiers financiers, les crédits défaut swap, les CDO, etc., émis par Crédit Suisse, UBS, et tous les autres, bien sûr, seront exonérés d'impôts. Afin de ne pas alourdir le bilan pourri de ces mêmes banques. Au moins, les Suisses sont honnêtes. Ils sont logiques. Ils sont logiques, c'est ça. Et elles seront exonérées jusqu'en 2026. Voilà, c'est incroyable. Alors, tiens, justement, au lecteur qui cherche une banque solide en Suisse, sachez que la banque privée bâloise Safra Sarrazin. Bâloise, est en excellente santé selon le même AGFI. Alors, puisque cette banque s'est encore démarquée par sa rentabilité en 2020. Formidable. La crise du Covid-19 n'a pas empêché la banque privée baloise d'encore améliorer son ratio coût-revenu. Voilà. Donc, écoutez, voilà. Donc, si vous cherchez une banque solide en Suisse, saine, c'est la Safra Sarrazin. J'ai un souvenir d'un scandale colossal d'un Safra. Ah oui, mais... Je ne sais pas si c'est le même. Hein. Non, je ne pense pas. Qui a été assassiné dans des conditions absolument épouvantables. Non, attends, j'ai une bonne mémoire, attention. Toutes ces faillites, toutes ces difficultés, c'est quand même des licenciements, c'est quand même du chômage. Ah non, mais attendez, parce que les licenciements, si vous voulez, ne sont que le reflet
c'est la loi comptable. N'oubliez pas, toute réalité économique se traduit par une comptabilité. Point. Voilà. Je veux dire, n'oubliez pas, l'écriture est née de la comptabilité, Sumer. Les premiers signes, c'était la vache, on comptait les vaches. Donc c'était une tête de vache. Voilà. La première écriture en Sumérie. En Sumer. Voilà, regardez bien. Là, par exemple, on a... Tiens, Crédit Agricole. On va revenir sur les NAS du Crédit Agricole. Ils ferment des agences. 230 agences de la banque LCL. Ils ne vont pas fermer les leurs. Ils ont racheté LCL il y a quelques années déjà. Non, ils ont été forcés de le reprendre à la suite du scandale colossal du Crédit Lyonnais. Où il y a des milliards qui ont disparu, qu'on n'a jamais retrouvés. Les archives du Crédit Lyonnais qui ont brûlé en Normandie et à Paris. Bref, je ne sais pas où sont passés, mais Monsieur Jacques de la Charrière, du Champ-Feu de Bidule, là, il me semble qu'il a... il me semble qu'il était au courant de cette affaire. Bref, donc c'était... 230 agences fermées. Non mais, et notre lecteur, Monsieur Chapirou, il nous dit « Ça fait plus de 10 ans que je suis au Crédit Agricole. Et une nouveauté, depuis 3 mois, il me prélève 1 € par mois au titre de tenue de compte. » Voilà, le mec est client 10 ans, c'est un bon client, il a de l'argent sur son compte. Eh ben non. Non, Crédit Agricole, ils sont très très malins. Et le lendemain, le même Crédit Agricole qui a décidé de sabrer sa filiale LCL, 230 agences seront fermées pour faire des économies. Voilà. Je rêve d'une banque. Vous vous souvenez de la pub de LCL? Ouais, je rêve d'une banque. Avec ce crétin de Gad Elmaleh qui a été pris à contre-feu par le public, il s'est fait massacrer avec cette pub. Bref, il va de soi que cette décision confirme mon article de la semaine précédente. Le bilan de la banque se présente très très mal pour le premier trimestre 2021. À rapprocher donc des analyses de Jean-Pierre Chevalier. Bref, Crédit Agricole devient la banque postale. On va y revenir parce que j'ai énormément de témoignages de lecteurs du Crédit Agricole qui me disent que là, ils me disent mais j'ai l'impression d'être à la banque postale maintenant. Alors justement, il faut parler de la banque postale aussi. Alors, attends, juste avant de parler de la banque postale, parce qu'on a d'autres... on a par exemple Commerzbank, j'ai vu. Commerzbank allemande. Alors là aussi, ça témoigne, si vous voulez, des banques en faillite, tout simplement. Non seulement en faillite, mais plus les taux négatifs. Et voilà. Et Commerzbank licencie à nouveau. Je pense qu'ils ont dû licencier déjà 30 ou 40 000 personnes. Mais là, c'est 10 000 personnes de plus. Vous voyez, ça, c'était au mois de février. Et puis en Espagne, Santander, de nouveau en difficulté. Oui, c'est ça, c'est quand même complètement fou, quoi. Voilà, donc ça, c'était le... Commerzbank. Et Santander. Commerzbank. Vous avez Santander, je ne le vois pas là. Je l'ai vu. Attends, je l'ai vu. Ah si, je l'ai, tiens. Perte historique record pour la banque Santander. Voilà. Et c'est que ça, c'est toutes les banques. L'Espagne n'a pas fini avec ses banques pourries. La Banco Santander a été obligée de reconnaître. J'aime bien. Attends, ils sont obligés de reconnaître 8 milliards, ça passe pas inaperçu. 8 milliards. On est obligé de reconnaître qu'on a perdu de l'argent. C'est pas 8 millions, c'est pas 80 millions, c'est 8 milliards. C'est réalisé, 8 milliards. Mais alors, waouh. En raison de la crise financière qui a été aggravée donc, par le Covid-19. Voilà. Alors, crise financière, oui, mais nous sommes quand même dans un contexte... Non, c'est 9 milliards, pardon. Oui. 8,7. Mais je croyais que les banques étaient perfusées par le quantitative easing, Pierre. J'en avais ben non, il n'y en a pas assez de quantitative easing. La preuve, le robinet n'est pas assez gros. Ben non, exactement. Mais je vous ai dit, ils ne peuvent pas arrêter la planche à billets. C'est impossible. C'est strictement impossible. Donc là, en fait, la BCE est en train de forcer Santander à faire des économies radicales, à licencier en masse. Donc vous verrez des licenciements à venir à Noël. En général, c'est soit au mois de juillet, mois d'août, ni vu ni connu. Noël, ni vu ni connu pour passer sous le radar. Sauf si, cas gravissime, parce que là, leur bilan est en train d'exploser, donc à ce moment-là, ils font avant le 1er mai. La fête du travail, voilà. Mais alors, il y a un signe quand même de tout cela qui fait que vous voyez bien que les banques ont beau racheter des actifs, les banques centrales, enfin la BCE, en l'occurrence, rachètent les actifs bancaires et ça ne suffit pas. Et pourtant... Mais tous les jours, Mme Lagarde rachète. Voilà. Et pourtant, là c'est 6 milliards par semaine. Moi, je voudrais comprendre. Juste pour les... Oui. Mais alors... du coup, ça nous fait des taux d'intérêt négatifs. C'est ça qui nuit aux banques, en réalité. Mais ces liquidités permettent aux produits immobiliers de monter dans des proportions effrayantes.
on nous dit que sur Paris, ça commence à se tasser. Enfin, lol. Ouais. Je pense que vous avez un exemple sous le nez. J'en ai plusieurs que vous avez mis dans votre revue de presse. Un local de 5 mètres carrés. 5 mètres carrés, c'est-à-dire un placard à balai. Est en vente pour 72 000 €. Alors, 5 mètres carrés, alors j'ai beaucoup la Orpi, c'est Orpi, hein, je crois. Ouais. On va le voir derrière nous. Ouais. Alors, 5 mètres carrés avec un sani-broyeur et Sephora. Quand même. Mais qu'est-ce que vous allez faire d'un truc de 5 mètres carrés? 5 mètres carrés, 72 000 €. Ouais. Alors, 5 mètres carrés, c'est... Ils ont vendu un autre truc, hein, 7 mètres carrés ou 6 mètres carrés, 126 000. Oui, c'est ça. 2,5 m par 2,5 m. Hein. Attends, et encore, ça serait à l'Étoile. Oui. ou à Saint-Germain-des-Prés, en face du Café de Flore, enfin, ou en face de chez Lippe. Non, c'est dans le quartier le plus pourri, enfin l'un des quartiers les plus pourris de Paris, ouais. Poissonnière, rempli de drogués, une catastrophe. Moi j'avais des amis qui habitaient là-bas, mais ils ont dû fuir. Ils ont dû fuir. Ils ont fui d'ailleurs. Ouais. Ils ont vendu, ils ont à perte et ils sont partis. Et il y en a, il y a d'autres exemples. Mais à Londres, vous avez même chose à Londres. Non, voilà, mais ça c'est la conséquence, si vous voulez, de toute cette folie furieuse de fausse monnaie. C'est-à-dire que du coup, les gens peuvent emprunter à des taux, puisqu'on est en taux négatif, donc on est à 0, 1%, 1,5. Vous n'avez jamais vu dans l'histoire. Les taux négatifs, je le redis, n'ont jamais existé dans l'histoire de l'humanité depuis l'aube des temps. Vous êtes prof d'économie, vous me confirmez, on est bien d'accord. Et je suis historien aussi, et je n'ai jamais vu de cas pareil. On est bien d'accord. Néron payait 6% d'intérêt sur les prêts, sur les emprunts qu'il faisait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que du coup, ça a entraîné une espèce de folie. C'est-à-dire que tout le monde achète de l'immobilier pour se protéger. Donc, du coup, un placard à balai à 5 mètres carrés à 72 000. Enfin, jamais je n'aurais cru un truc comme ça possible quand même. Mais ça, c'est la preuve de la folie furieuse. Et regardez bien, à Londres, une place de parking. Oui, c'est ça. Une place de parking. Alors, tiens, je vous le donne. À votre avis, combien la place de parking? Juste une place de parking, il n'y a rien, il n'y a pas, c'est pas... un parking, voilà, pour mettre la voiture. Il y a quelques années, une place de parking à Paris ou en banlieue, c'était 25 000, 30 000 € maximum. Oui, c'est ça. Maximum. C'est ça. Bon, très grand maximum. Nous sommes à, je sais pas, 150 000 230 000 livres, ce qui nous met en euros à 250, 240, 250 au vu de nez. Je sais pas si vous... Une place de parking. Attendez, et vous ne l'achetez même pas? C'est une location longue jusqu'en 2104, je crois. Vous verrez ça dans... C'est un amphithéotique, un bailleur. Oui, voilà, c'est ça. Amphibie. Amphibie, pas forcément. Mais ça, c'est quand le parking est noyé. On a un bail amphibie, amphithéotique. Mais alors, est-ce que c'est pas ça qui expliquerait aussi que le CAC 40 soit à 6 000 ? Par exemple. C'est de la liquidité en abondance qui permettent de Mais c'est n'importe quoi, attendez, vous savez pertinemment que le CAC 40 n'est pas à 6 000. Il est annoncé à 6 000. Non mais attendez, c'est facile, je vous l'ai déjà dit, on en a déjà parlé ensemble 20 fois. Je veux dire, donnez-moi la planche à billets, je fais remonter le CAC 40, je fais remonter la Turquie, je vais à Istanbul, je fais remonter la bourse d'Istanbul, sans problème. Je rachète tout. Je rachète tout, c'est tellement facile. D'ailleurs, Erdogan a des soucis parce que les Américains continuent à lui chercher des poux dans la tête. Il a éliminé son 4e directeur de Banque Centrale. Mais en réalité, c'est parce que... mais la CIA lui prend la tête toujours. Voilà, c'est ça. Ils veulent sa peau. Et ils font un change dollar-lira qui est très défavorable. Comme au Liban, exactement comme au Liban. Le Liban, ils sont dans une situation mais absolument épouvantable. D'ailleurs, justement, on fait une parenthèse, tiens. On fait une parenthèse parce que on avait fait j'étais au Liban exactement il y a un an. Voilà, un an, un peu plus d'un an. Un an et deux mois. Oui, absolument. Voilà. Et que s'est-il passé depuis? Figurez-vous que maintenant, c'est la famine dans beaucoup de quartiers. Parce que la monnaie ne vaut plus rien. Et je crois le gouvernement a interdit les changeurs de rue. Exactement. La livre se négocie aux alentours de 9 900 livres pour 1 $ ce matin, battant le record de juillet 2020. Le salaire minimum au Liban est de 675, soit 68 $. Voilà, au taux de change. Donc aujourd'hui, et c'était la une du journal L'Orient le jour, ou un autre, je ne sais plus. C'est-à-dire que le salaire minimum au Liban est inférieur à celui du Bangladesh. Allô. C'est effrayant.
du Bangladesh ou de l'Éthiopie ou d'un pays Quand on bizarre. pense qu'il y a quelques années, on parlait de la Suisse du Proche-Orient, on parlait de la prospérité. La Suisse, c'est la banque, le système financier du Moyen-Orient, la Suisse du Moyen-Orient. Oui. Mais qu'est-ce que vous voyez là? Le système libanais bancaire s'est effondré. Et donc tout le reste est en train de s'effondrer autour d'eux. C'est ce que m'avait dit Charles Belnas, le ministre que j'avais interrogé. Vous retrouverez ça dans la rubrique reportage. Hein. Oui. D'ailleurs, l'interview de Charles Belnas est remarquable. C'est un des types les plus... voilà. Et il dit, en France, vous êtes juste en avance par rapport à nous. Parce que vous avez les mêmes problèmes. Voilà. Alors, on a peut-être 5 ans, 6 ans, 10 ans de retard par rapport au Liban. Mais ce qu'ils vivent, on va le vivre. Parce que l'euro est une monnaie bancale, est une monnaie qui n'existe pas, c'est le Deutschmark déguisé, et on en paye tous le prix, et il n'y a qu'un seul vainqueur là-dedans, c'est les Allemands, hein, les Bosch, comme disait ma grand-mère, les Schleux, les Fridolin. Attention, les vous allez Fridolin tomber sous le coup de la loi. Oui, non, parce que ce sont les grands vainqueurs. Voilà. Bien sûr. Le Bien 4e sûr. Reich a remporté la guerre, et c'est une guerre financière, et aujourd'hui nous sommes leurs esclaves. Point. Voilà. C'est tout. Et du coup, vous avez des situations comme en Turquie, au Liban, etc. Parce que leur monnaie, si vous voulez, l'euro est en train de nous tuer. Ouais. Je ne suis pas le seul à le dire. Vous avez eu plein d'invités ici Oui, sur bien ce sûr, plateau qui là-dessus, disent la même chose. Et alors, au Liban, on ne peut plus. Les DAB ne fonctionnent plus. Et de toute façon, les DAB. Les qui Les DAB. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est, les DAB? Distributeurs automatiques de billets. Mais ils ne vous donnent que des livres libanaises, pardon. Et ils ne vous donnent plus de dollars. Parce qu'avant, on pouvait. Ils vous proposaient soit dollars, soit livres Mais c'est libanaises. n'importe quoi. Tout pays qui fonctionne avec 2 monnaies est voué à la faillite totale. J'ai l'occasion, enfin on a déjà parlé ensemble, mais je l'ai montré dans un livre qui s'appelle 666, c'est vraiment la Yougoslavie. La Yougoslavie, elle avait le dinar et le Deutschmark. Voilà. L'Argentine, ils avaient le peso et le dollar. Oui. Il y en a un troisième, le Liban, bien sûr, puis j'en oublie un. Là. Est-ce que le Venezuela n'était pas dans cette logique aussi? Oui, je pense qu'il y avait d'autres pays. Voilà, c'est l'explosion finale. Voilà. Alors, l'explosion finale, faute d'être la lutte finale, mais il y a une chose qui m'interpelle, si je puis dire, et sur laquelle je vais vous interpeller. Quelle garantie pour les comptes bancaires, alors? Pardon. Pardon. Qui ça? Théoriquement... C'est comme la Bajon. Qui ça? Nous recevons tous... Qu'est-ce que vous dites? Des quarantines? Nous recevons tous de notre banque un beau papier dans lequel elle nous indique tous les ans, une fois par an, les garanties bancaires sur vos dépôts. Vous êtes absolument pas garanti, c'est grotesque. Voilà. Tiens, justement, il y a un papier là-dessus. C'est 100 000 euros quand même, théoriquement. Non, mais il y a un papier, alors là, je sais plus, il faut que je le retrouve. Dites-moi. Je vais vous le donner de tête. C'est... En fait, Bercy a fait des changements récemment oui, c'est vrai. pour favoriser... Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai vu sur votre vue. L'ai-je ici? Parce qu'il y en a tellement d'informations aussi. Alors, attendez, je vais essayer de le trouver. Oui, en effet, Bercy a revu les conditions des garanties pour les comptes bancaires. Tiens, je l'ai. Voilà. Le coût de BIP, oui. le coût de péripatéticienne de Bercy. Oh, qu'en termes choisis, ces choses-là sont dites. Pour aider les banques en faillite, et vous en êtes les victimes, hein, mes chers téléspectateurs. Hein, on est tous victimes de ça. Alors, c'est Moneyvox qui rapporte ça. Oui, c'est ça. À propos des limitations des virements dont je vous ai parlé, dont j'ai souvent parlé donc dans la revue de presse, il y a déjà quelques temps. Alors, je cite Moneyvox. Hein. Ces derniers mois, les banques ont réduit le champ des opérations possibles depuis et vers un compte épargne. Ouais. Qu'est-ce qu'il n'est plus possible de faire exactement? Pourquoi ce tour de vis? Se demande Moneyvox. Grosso modo, je vous résume. Hein. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez plus toucher à votre argent à la banque? Nous allons vous donner les réponses. Parce que les banquiers sont des enfoirés et parce que à Bercy, ce sont toutes des péripatéticiennes au service des banquiers. Parce qu'en fait, c'est pour empêcher les gens de disposer de leur argent. Tout simplement. Hein, voilà. Tant que l'argent ne sort pas de la banque, c'est sur le bilan de la banque. Voilà. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Il est là le papier, ça date du 1er mars, du 2e mars. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Oui, bien sûr que je l'ai. Tiens, je vous le fais vite fait. Tiens. Quels sont les comptes concernés? Ces limitations concernent donc
c'est Monevox, hein. Les comptes surlivrés, fiscalisés et à taux du marché distribués par les banques de détail. Les comptes à terme, les produits d'épargne réglementés, le livret A, le livret B, le crédit mutuel, le livret développement durable, LDDS, livret d'épargne populaire, LEP, livret jeune et machin, le livret, tous les... Enfin tout quoi, tous les livres. Toute votre épargne, vous ne pouvez pas y toucher. Voilà. Ils vont vous mettre tout un circuit administratif. C'est le 110 mètres haies. Pire que ça, c'est le steeplechase. Oui. Hein, le steeplechase. Oui. Ah, voilà. Pour récupérer votre argent. Voilà. C'est pour que l'argent reste en banque. Voilà. Et Bercy a encore fait la... Voilà. Youpla boum. Voilà. Voilà. En clair, Bercy a sorti un texte pour vous empêcher de retirer l'argent de votre compte épargne. Les millions de gamins qui avaient un livret alimenté par grand-mère ne pourront même pas retirer l'argent sans ouvrir un compte, etc. Le diable est dans les détails, aimait à dire Blind Masters. Ici, le diable est exposé par Monevox. Et encore, Monevox, c'est pas des foot de guerre, hein, parce qu'eux, ils sont au service des banquiers. Hein. Cela étant, il me vient logiquement à l'esprit l'idée que s'il y a faillite bancaire, si Bercy renfloue, tôt ou tard... Oui, allez-y. Tôt ou tard, Bercy ne pourra plus renflouer. Et donc, on s'achemine vers... Mais Bercy ne pourra pas renflouer, regardez. Voilà. Tiens, là, on va le voir derrière nous aussi. La Banque Postale sauvée de la faillite. Mais... La Banque Postale sauvée de... J'en parle depuis... Bien sûr. Attends, ça fait des années que je dis que c'est la plus pourrie, la plus nulle, la plus ordurière des banques. Ils empêchent les gens... Mais regardez, c'est pas moi qui le dis. C'est passé comme ça inaperçu dans les Échos, bien sûr. Alors, les Échos ont titré... Banque Postale. La Poste a clairement son sauveur, voilà. Non seulement l'intégration de CNP Assurance, elle-même en faillite. Oui, c'est ça. Alors, Caisse nationale de prévoyance, c'est-à-dire, en fait, l'assurance vie, l'assurance décès, qui renfloue la banque de dépôt. Bon, mais est-ce que ça suffit? Deux groupes en faillite, ça fait pas un groupe sain, hein, aux dernières nouvelles. Non. Donc c'est un artifice comptable, vous le savez très bien. Bien sûr. Alors... regardez, je disais, non seulement l'intégration de CNP Assurance a permis de sauver les résultats du groupe dans sa globalité, mais elle a aussi permis à sa filiale bancaire de faire bonne figure en 2020. Blablabla. Tu parles d'un sauveur, la CNP. Attends, l'AGFI avait déclaré justement, et je l'avais rapporté à l'époque dans la revue de presse, que les comptes de la CNP n'étaient pas honnêtes. Oui. Et ils cachaient leur faillite. Il y a 6 ans. Il y a 5-6 ans de ça. Ils n'étaient pas certifiés par les commissaires aux comptes, même pas. Non mais attendez, à ce niveau-là, les mecs là, ils lui mettent un revolver sur la tempe au commissaire aux comptes. Hein, là, je dis là, franchement, même le PDG de la Société Générale doit être mort de rire pour une fois à lire autant de conneries au centimètre carré sur un écran. Bravo les Échos, c'est trop fort. Alors, qui va racheter la Banque Postale? Qui va reprendre? Qui lorgne sur la bonne banque? Non, mais personne, c'est l'État. Mais la Banque Postale paye pour la Dexia. Oui, parce que la Dexia a acheté une quantité colossale de CDS qui sont toujours en train de payer. Et les Américains avaient exigé que l'État, via la Banque Postale, vienne garantir les pertes de la Dexia. Il est hors de question que Dexia fasse faillite et fasse défaut sur ses paiements aux Américains, évidemment. Donc là, il y a eu quelques revolvers qui ont été mis sur la tempe à l'Élysée, à Bercy, et ainsi de suite. Voilà. Tiens, regarde. La CNP était en faillite et l'AGFI l'avait même accusé de bidonner ses bilans. Donc c'était en 2015, je pense. Donc le mariage de CNP et de la Banque Postale, c'est juste une banque en faillite et un assureur en faillite qui ont décidé de fusionner. Voilà. Et alors regardez bien ce que dit l'une de nos lectrices. Écoutez bien. Catherine. Ah oui, j'ai vu ça. Oui. Ma belle-mère a perdu son mari en août dernier. Voilà. Elle a un compte à la Banque Postale et avait un compte commun avec son mari. Oula. Oui, terrible. Alors déjà, c'est... Terrible. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. C'est des mois et des mois de procédure. Eh bien, la banque lui a prélevé 780 € de frais de succession. Mais de quel droit? Frais de succession, mais c'est pas un notaire. Et puis surtout, c'est pas l'État. Mais quel bande d'ordre... Pardon. Je suis énervé. Bon, alors, on va... Non, mais je suis énervé, je vous assure, c'est... Mais justement... Écoutez, est-ce qu'il y a un député qui va prendre ce dossier en main? Bonne question. Merde! Bonne question, mon cher Pierre. Alors... Ils sont en train de voler les Français en plein jour! Oui. Et... Pardon. Non, pas du tout. Sainte colère, comme je dis souvent, nous allons faire une pause.
mon cher Pierre, après cette sainte colère déchaînée par la Banque Postale, nous allons achever la banque, non pas la Banque Postale, mais nous allons achever notre analyse de ce qui s'y passe, qui n'est pas très glorieux. Non, tiens, je vous donne un autre exemple. Alors, ça date du mi-février, 8 février. Vous le retrouverez sur quotidien.com. Je vous le donne très vite. C'est l'un de nos lecteurs, justement, dont les parents ont un PEA, un CCP, une assurance vie à la Banque Postale, évidemment, avec des conditions financières qui n'ont aucun intérêt, blabla, etc. Et donc, ils veulent donc virer tout ça sur une banque normale, pas à la Banque Postale. Alors, il dit que le banquier donc de la LCL demande le transfert d'un PEA et d'un PEL, donc à la Banque Postale. Ils attendent toujours, ça fait 2 mois, 3 mois. C'est-à-dire qu'il manque toujours une pièce, un truc, machin. Ils gardent l'argent. Ils veulent empêcher l'argent de sortir. Combien de fois nous avons soulevé ce problème sur les assurances vie, par exemple, et notamment celle de la Société Générale. C'est l'inertie rapporte. C'est de l'inertie. En plus, la conseillère, les conseillers de la Banque Postale sont des menteurs patentés. Voilà, vous lirez ça, ça date. Le titre, c'est La Banque Postale dans ses arnaques, à lire absolument. Voilà, vous allez sur quotidien.com, vous allez le retrouver. C'est dans les archives du mois de février, de la semaine du 8 février. Et puis, juste pour finir avec la Banque Postale, alors à Carlet, pour braquer une banque, il faut être banquier. Bon, ça on le savait, on l'a vu. Mais pour braquer les clients d'une banque, il faut être un banquier ou un chargé, ou plutôt déchargé de compte pour le coup. Voilà, ces 2 lois ont été prouvées une nouvelle fois en Bretagne à la Banque Postale de Poulaouen, près de Carhaix. Carhaix, c'est Carhaix. Voilà. Où une chargée de clientèle, je propose une nouvelle définition, tortionnaire de clientèle, a détourné sur plusieurs mois 120 000 euros de divers comptes des clients de la Banque Postale entre 2008 et 2018. Autant pour les contrôles internes de la Banque Postale. C'est quand même invraisemblable. Il n'y a pas de contrôle. Mais non, il n'y a pas de contrôle, voilà. C'est Ouest France qui a révélé ça, donc... l'alerte a été lancée par une cliente de la banque étonnée de ne pas pouvoir retirer 500 euros au guichet, alors qu'elle avait 20 000 euros, quoi. Non, mais vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'en fait, la guichetière elle avait bloqué les comptes. Et donc, là, on dit, pourquoi je peux pas retirer? Ah oui, mais vous pouvez pas retirer, il faut justifier, il faut dire pourquoi vous savez faire. Voilà, parce que c'est sur les nouvelles instructions. Et puis il y a Tracfin, on va vous signaler à Tracfin si vous retirez de l'argent. Voilà, c'est ça que me rapportent les lecteurs. Ils les menacent de Tracfin, tous les mecs qui vont retirer 300 euros de Tracfin. C'est comme Orange Bank. Bande d'enfoirés. Bref, voilà, donc ça c'est du 22 au 22 mars. Voilà. C'était heureusement que Ouest France voilà. Cette dame a juste détourné l'arnaque de la Banque Postale à son profit. C'est son seul crime, finalement. 10 ans. Pendant Plutôt 10 ans. qu'à celui de la banque. Et techniquement, la Banque Postale aurait dû porter plainte contre elle 2 fois. J'espère qu'elle l'a fait. Non, 1 fois. Mais elle ne réclame que 2500 euros. Ah oui, ça c'est pas mal, ça. C'est énorme. 2500. Attends, il y a un collaborateur, il vend 120 000 euros au client. Bon, en fait, on veut que 2500 euros de dommages. Attendez, vous vous rendez compte de l'arnaque? Oui, c'est Banque Postale, hein? Et les 2500, c'est la justice ou c'est la banque? C'est la banque qui demande ça à son ancien employé. 2500, c'est tout. Oui, mais il faut. C'est rien, quoi. Il faut que la banque paye au client à ce moment-là. Non, mais attends. Non. Rembourser au client. Non, là, c'est la banque qui demande des dommages-intérêts à son ancien employé qui a volé les clients. Oui. Que 2500. Oui, mais... Aux États-Unis, les mecs, ils seront en prison pour 200 ans, là, avec une affaire pareille. Enfin, à ce niveau-là, parce que les mecs, ils sont... Pour les montants, tout en haut, là, ils risquent rien. Comme Cerberus, par exemple. Ben voilà. Tiens, à propos de ceux qui sont tout en haut, là, ça me fait penser à un élément de votre revue de presse. Ah tiens, juste pour finir, allez-y. Juste parce que puisqu'on était dans les arnaques de la Banque Postale, Dexia et compagnie, Natixis... Natixis, oui, c'est pas mal aussi, oui. Ouais. Attention, là, au-dessus, c'est le soleil. Comment Natixis a ruiné les Français
et 10 milliards d'assurances vie coincées. Ouais. Voilà. Ah. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des assurances vie qui ne peuvent même pas toucher maintenant. Des clients, etc. Enfin bon, bref. C'est monsieur Miguet qui a été invité. Là, Oui. donc, rappel, Natixis fut vendu à plus de 19 € l'action en 2006. Mais aujourd'hui, la Caisse d'épargne veut racheter tous les titres de la Natixis pour 4 € chaque. Voler les pauvres, c'est un métier, Coco. Eh oui, c'est ça. Il a tout à fait raison. Ouais. Et Dieu seul sait s'il suit les truandages des banques, lui aussi. Enfin bon, bref, bravo à tous ceux qui ont acheté de la Natixis en 2006. Ils ont perdu 75% de leur mise en l'espace de 15 ans. Ajoutez l'inflation sur 15 ans et tous ces gens en sont de leur poche. Oui. Plus 100% de pertes. Vous vous souvenez, 2006, c'était l'année de la folie bancaire au cours de laquelle tout le monde lançait sa start-up, etc. C'était avant l'effondrement final de 2008. Bravo les banquiers de Natixis, vous avez toujours été des nuls et vous avez persévéré. Excellent dans sa nullité, vous avez persévéré. C'est drôle ça. Mais perseverare diabolicum. Persévérer diabolicum. Ah, j'ai oublié ce détail. Puisque j'en avais parlé, alors ça c'était la vidéo papale que j'avais enregistrée avec Laurent Fent en 2020, je crois que c'est en juin, le fonds H2O. H2O, oui. H2O. Et M. Chompton donc, nous dit, M. Jovanovic, vous avez sans doute vu que le fonds H2O, filiale de Natixis, a gelé son fonds d'assurance vie, sans doute un préambule. Voilà. Plus de 10 milliards d'euros en cours seraient aujourd'hui gelés. Voilà, donc ça, c'est donc, chers spectateurs, si vous avez un compte, une assurance vie qui est gérée par Natixis, H2O. il faudrait que j'ai un micelle. Et gelé. Il faudrait que j'ai un micelle latin là pour. C'est comme pour les enterrements. Ah oui. Ah ouais, là, Ben, c'est indice niqué. Oui, un requiem, quoi. Un requiem. Ouais. Oui, indice requiem, tiens, c'est pas mal ça, un requiem de Mozart. Oui, C'est joli, oui. Oui. Par exemple. Ah oui, par exemple, ouais, c'est pas mal. Ou de forêt, ou de. Tiens, justement, regardez. Donc, dans la vidéo papale et aussi sur TVL avec votre serviteur, Olivier Pichon, je vous avais toutes et tous prévenus de quitter Natixis, de quitter toutes ces assurances vie, et surtout en particulier H2O. Et je les ai prévenus plus d'1 an à l'avance, là pour le coup. Voilà, mais maintenant ils sont coincés. Voilà. Et Comme quoi, H2O, on leur donne toutes les infos 1 an à l'avance, là, quasiment. Là, ça fait 2-3 fois. H2O évaporé. Non, gelé. Gelé. Et donc, ça glisse. Ça glisse, ouais, c'est mort. Alors, fermons la parenthèse de Natixis, que nous serons sans doute Cassons la glace. Oui. Eh ben voilà, nous y voilà. Alors, tout ça m'amène à réfléchir sur les questions macroéconomiques, parce que, à force de payer quand même, les États vont finir par connaître la faillite. Or, vous dites qu'il y a 7 États en Europe qui sont en faillite. Ah ça, je crois que c'est notre lecteur, monsieur Arfeuil. Alors, oui, il nous fait régulièrement le hit parade. Alors des ça, endettements, des endettés. Voilà. Ouais. Alors, il y a médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Voilà. Ouais. Alors, médaille d'or, la Grèce. Oui, bon, ça. Bon. Non, mais les pauvres, attends, mais c'est Oui, dramatique. Mais hein. Ce qui veut dire que la rigueur qu'on lui a imposée, C'est catastrophique. l'a fait Mais c'est tomber pour nous, ça, bientôt. dans la trappe. Mais bien sûr. Ils sont endettés à 200% du PIB. Mais l'Italie, c'est combien? Attends, 200% du PIB. Voilà, Grèce, 200% du PIB. Bravo. Pas mal. Ah, je dois avouer que le Japon fait presque aussi bien, hein, je crois. Hein. Oui. Mais Alors, eux, ils possèdent leurs dettes. Voilà. C'est la différence entre le Japon et la Grèce, c'est que les Japonais possèdent leurs dettes. Voilà, c'est ça. Oui, mais les Japonais possèdent leurs dettes. C'est ça. Les Japonais, ils n'en ont rien à foutre. Bien sûr. Pardon. Bien sûr. Ils n'en ont rien à faire du fait que leur dette n'est pas possédée par des étrangers, contrairement à la France. Oui. Ah ben 65% est possédé par l'étranger pour la dette française. Médaille d'argent, Italie, Oui. 154 du PIB. Oui. Médaille de bronze, Portugal. Oui, Ouais, mais- ils ont progressé, les Portugais. Oui, mais Avant, c'était Chypre, hein, il me semble. Mais je crois que le Portugal va se tirer la 130%. La France est tout près. Chypre, 119. France, 116. Non, mais je pense qu'on est à On est au-dessus. 130, 140 Ah, déjà, oui, avec oui. le Covid et tout On le est bazar. au-dessus. Là. Espagne, 114. Les Espagnols s'en sortent mieux que nous, dis donc. Les Espagnols s'en sortent Oui, mieux que nous. c'est ce que j'avais remarqué, 114. Oui. Voilà, Belgique, 113. Voilà, Bon. donc...
Ça, c'est que... Attendez, ça, c'est que le pays. On ne comprend pas les endettements des entreprises. Des entreprises des et régions, des particuliers. etc. Des particuliers. Alors, il y avait une chose auquel j'avais pensé aussi tout à l'heure, parce que vous parliez de ces banquiers qui font des tas d'affaires, mais vous publiez l'évolution des revenus des Davocrates. Les hommes de Davos. C'est vous. Alors, vous l'avez pas dit parce que je ne la vois pas là. Alors, les financiers se payent bien. Et on va pas s'étendre sur le détail, mais tous les membres de Davos ont vu leur fortune personnelle augmenter pendant la crise du Covid. Ah ben, moi, je rappelle, si vous voulez que... À qui profite le crime? Ah ben, justement, c'est une très bonne question parce que l'année dernière... alors là, je renvoie nos spectateurs là sur l'onglet Covid-19 sur quotidien.com parce que j'ai vu toutes les ventes d'actions en janvier et février 2020. Pardon, novembre, décembre et janvier. Tous les patrons qui ont vendu des actions. Le patron de Pfizer qui a vendu ses actions, mais il n'y a pas que dans la Silicon Valley, etc. Et d'autres qui en ont racheté plein. Enfin bon, ils se sont positionnés parce qu'ils étaient persuadés qu'à cause du Covid et du blocage total, en fait, ils allaient tout s'effondrer. Mais il y a eu une chute boursière très importante. Mais il y a une chute. Mais en revanche, tous les autres, ils se sont gavés. Mais alors, grave. Là, ça a été un festival, quoi. Là, c'est caviar pour tout le monde. Hein. Là, c'est caviar, foie gras, œufs de saumon, enfin la totale. Hein. C'est ortolans, tout y passe. Hein. Les fameux ortolans que rapportait mon cher ancien collègue Benamou, qui était confident de François Mitterrand. Ah oui. Le fameux dîner avec les ortolans, là. Ah oui. Bref, non, mais c'est très grave. Hein. Petit détail. Ils se sont enrichis. Il est interdit aujourd'hui de tuer des ortolans et de les manger. Heureusement. Et alors, pour revenir à des choses plus sérieuses, nous voyons que tous ces grands oligarques internationaux, finalement, acquièrent des positions qui étaient ceux du pouvoir et de l'État il y a un quart de siècle. Et vous signalez comment Bill Gates est traité comme un chef d'État. Et ça, c'est tout à fait significatif, me semble-t-il, de la logique que j'avais évoquée entre Philippe le Bel et les Templiers. Aujourd'hui, un chef d'entreprise compte beaucoup plus qu'un chef d'État. Sauf une multinationale. Oui, bien sûr, évidemment, des multinationales. Sauf, évidemment, quelques États qui font exception, la Chine, la Russie, la Turquie, la Hongrie, bien sûr. Tous les États qui ont un homme à la tête et qui protège les citoyens et qui passe les intérêts de son pays avant les siens. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de Sarkozy ou de Hollande ou de M. Macron. C'est pour ça que... Je discutais justement avec un ami ce matin, et je l'ai vu, effectivement, dans mes archives, dans les archives que j'ai pu consulter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, Poutine et Erdogan sont traités de la même façon par les médias aux ordres, médias américains et occidentaux, que De Gaulle dans les années 60. Ah oui, c'est très juste. C'est très frappant. Que De Gaulle. C'est très frappant, oui, en effet. Ils sont traités de la même façon. De Gaulle défendait les Français, défendait les intérêts français. Pour les Américains, c'était inadmissible. La France devait... nous sommes leurs esclaves ou de leur multinationale. Et Macron est en train de vendre ce qui reste. C'est pour ça qu'on voit un Biden traiter ce pauvre Poutine de tueur. Le problème, c'est que cette propension qu'ont les États-Unis à s'exonérer... L'autre jour, Biden, il se souvenait même plus du nom de son chef de cabinet ou de son ministre de la guerre. Il monte les escaliers de son avion, il se ramassait 3 fois de suite. Une autre fois, il se souvenait plus du tout, il a mélangé les noms. Il a appelé ça Kamala Harris, Madame la Présidente. Enfin, il n'arrête pas. Il est totalement, malheureusement, ils ont élu un sénie, mais ils s'en foutent complètement parce qu'ils ont le contrôle. Bien sûr. Les multinationales américaines ont pris le contrôle et ils ne le rendront pas. C'est exactement comme Macron ne le rendra pas. Et je voulais signaler à nos téléspectateurs que je publie un article sur l'affaire Danone. Ah oui. Et ils ont licencié, ils ont envoyé le patron de Danone, M. Faber, qui peut-être a fait des erreurs stratégiques, je ne sais pas. Mais on s'étonne du fait que
2 petits fonds américains aient pu avoir la peau de ce personnage. Or, c'était un homme qui gouvernait son entreprise Danone dans la tradition du fondateur de Danone, avec la prise en compte du social. Il a été dégommé. Paternaliste. Oui, comme Michelin. Oui, c'est ça. C'est les patrons paternalistes, c'est connu en France, en Italie aussi. Alors là, je n'apprends rien à nos téléspectateurs, puisque la presse a fait état de ce limogeage. Ce que j'ai obtenu d'informations, c'est que derrière ces 2 petits fonds qui ne possédaient que 8% du capital, il y avait M. BlackRock. Vous êtes surpris? Et c'est BlackRock qui a eu vous êtes surpris de M. Faber. Entre BlackRock, Blackstone, Cerberus, KKR, que sais-je encore, enfin il y en a tellement, mais ils sont en train de tout racheter en Europe. Ouais. Tout. MFS aussi. Et MFS? Oui, pas MFS. Non, mais c'est un des plus vieux fonds américains. Je ne connais pas celui-là. Ah oui, Massachusetts, fondé en 1924. D'accord, je ne connais pas celui-là. Et très à l'œuvre aussi à côté de... Il est... Apollo Management? Oui, il travaille avec 150 millions. Hein, le patron d'Apollo a filé 180 millions à Epstein. Ouais. C'est ce qu'on a vu. Parce qu'on a fait notre émission avec Epstein. La presse n'en a pas fait état. Derrière le rififi dans le yaourt, derrière l'affaire Danone, il y a BlackRock. Et cette information, je la dois à un de mes anciens étudiants qui a un site tout à fait passionnant, et je donnerai les références de son site, très informé. On va le montrer. Alors, puisque vous avez parlé de Bill Gates, justement, qui se prend pour un chef d'État, voilà, regardez ça. Alors, je vous fais très rapidement, là. Alors, Bill Gates veut réduire le rayonnement du soleil sur la Terre. Rien que ça. Non, c'est pour vous dire, les mecs... Attends, j'ai dit dans une émission que j'avais faite ici avec Martial qu'il se prend pour Dieu, c'est le syndrome de Dieu, mais là, on le voit. Moi, au début, j'ai cru que c'était une blague, mais c'est très sérieux. Il s'agit d'obscurcir l'atmosphère. Vaporisant de la poussière dans l'espace afin de bloquer ses rayonnements. Non, on n'est pas le 1er avril, quoique la tradition des fausses news se perd en ce moment, puisque c'est tous les jours le 1er avril sur BFM. et c'est le très sérieux Forbes, journal des millionnaires, qui nous rapporte l'information. Voilà, donc première chose. Bill Gates veut... non mais... C'est hallucinant, vous êtes sûr de l'information? Certains, c'est d'enfant, j'ai vérifié. Attends, je l'ai vérifié 4 fois. Non, c'est vraiment... Il finance ça. Attends, c'est pas fini. Ensuite, pour la fondation Bill Gates, les mathématiques sont racistes. Ah. Oui. Alors que j'ai lu un article qui était consacré, qui expliquait que Bill Gates veut aussi réduire les inégalités. Vous savez, dans le genre Black Lives Matter, bien sûr. La vie des Noirs est importante, etc. Il veut réduire donc les inégalités dans les maths, puisque les maths sont racistes. Mais comment? Summit News, écoute bien. Pourquoi sont-ils racistes? Justement, que la fondation Bill Gates, Melinda Gates, finance à 100% une association américaine. Pour le moment, mais avec des tarés comme les Traoré, cela arriverait en France tôt ou tard, bien sûr, regroupant 25 groupes d'influence et qui affirment que les mathématiques sont racistes, chose que je ne savais pas, et vous non plus, évidemment. Bref, c'est un peu comme affirmer que le jeu d'échecs est raciste sous prétexte que les Blancs jouent toujours avant les Noirs. Et qui prouve la suprématie blanche. Pourtant, c'est exactement ce qu'a déclaré le groupe A Pathway to Equitable Math, financé donc par Gates, à 140 millions, ils l'ont filé. Parce que les petits noirs, en fait, paraît-il, ont plus de mal à apprendre les maths que les blancs. Alors, première nouvelle. Alors là, franchement, je n'y crois pas une seule seconde. Non. Mais en fait, c'est pour abêtir les gens encore plus, quoi. Et puis, vous savez, les mathématiques sont sexistes aussi, parce qu'on va dire que les garçons sont plus enclins aux mathématiques que les filles. Ce qui est pas prouvé du tout. Ce qui est faux. Ce qui n'est pas prouvé. Mais voilà le genre d'absurdité, de naufrage de la pensée qui caractérise l'époque que nous vivons. C'est dramatique. Non, mais c'est incroyable. Je n'en reviens pas. Obscurcir l'atmosphère. Il joue, si je puis dire, avec le feu. Parce que, vous savez, la fois où la nature nous a obscurci l'atmosphère, c'était en 87, 88, 1788. Chers téléspectateurs, ce sont les volcans islandais qui ont obscurci le ciel de l'Europe, qui ont rendu les récoltes
très médiocre, très mauvaise. Il y a eu des révoltes de paysans, il y avait des problèmes d'approvisionnement, et après 88, il y a 1789. Mais il y a l'histoire des famines de Louis XIV. Voilà. Alors, dans la deuxième partie c'était là aussi météorologique. Oui, c'est sûrement météorologique. Mais là, il joue avec le feu, parce que attends, mais les révolutions et les révoltes peuvent très bien se retourner. Oui, ça va ensemble, bien sûr. Contre ces oligarques. Alors, attendez, c'est pas fini avec Bill Gates, parce qu'il veut décider de ce que vous allez manger, chers spectateurs, et boire. Ça aussi, voilà. Fort de sa prise de contrôle de l'Organisation mondiale de la santé et du Gavi, le bazar qui vaccine tout le monde, là, et surtout de la vaccination obligatoire du monde entier, Bill Gates a décidé d'aller plus loin et il compte bien décider de ce que vous allez manger. Mais avant d'aller plus loin, vous devez suivre ces explications qui datent déjà de plusieurs années. Alors, je vous fais simple. 1. La planète se réchauffe, soi-disant, à cause du carbone. D'accord ? Cela entraîne le dérèglement du climat, parce qu'on est trop nombreux sur Terre. Voilà. 7 milliards de personnes sur Terre émettent trop de carbone, ce qui va accélérer, selon lui, le dérèglement du climat. Pour ramener la situation à la normale, il faut réduire la population mondiale à un niveau d'émissions de carbone acceptable. Ceci vous explique pourquoi ils veulent vacciner tout le monde et pourquoi Bill Gates est à l'œuvre avec l'Organisation mondiale de la santé et de l'OMS. Voilà, c'est très important que vous compreniez, Bill Gates joue un rôle colossal. D'ailleurs, il y a un livre qui le montre très bien, ça s'appelle Covid-19, enquête sur un virus, là, qui vient de sortir, je vous ai montré tout à l'heure. Oui, mais aux éditions, quelles éditions ? Au Jardin des Livres, mais attendez, bien sûr. Juste, et maintenant que vous avez ces 5 points en tête, voici la suite. Les vaches destinées à la nourriture sont responsables de trop d'émissions de carbone, donc il faut transformer le mode d'alimentation des gens et interdire l'élevage en batterie, mais évidemment, il faut un remplacement. Et ce remplacement, chers amis, chers lecteurs, mon cher Olivier, ce sont les insectes. Voilà. Manœuvrant en coulisses, ni vu ni connu, Gates a encouragé une loi qui permet de proposer des insectes dans tous les pays européens, sachant que les Japonais, par exemple, mangent des sauterelles comme nous des cacahuètes. Mais il va beaucoup plus loin et propose désormais de manger et boire tout ce qui vient des égouts, je pèse mes mots, pour ne pas effrayer les âmes délicates. Précisons qu'il existe déjà un programme qui transforme les crottes en protéines, desquelles des savants fous ont fabriqué des hamburgers, des vrais. Non, mais attends, Bill Gates, c'est dedans. Non, attends, si les gens ne me croient pas, alors, regardez, alors, là, c'est la date du 22 février 2021. Allez sur la revue de presse, vous allez voir tout ça, vous allez voir les captures écran. Et j'ai vu la photo de Bill Gates. Lui-même, Bill Gates a tweeté « Je suis en train de boire de l'eau récupérée des urines ». Des égouts en Afrique ou je sais pas où, un truc comme ça. Bref, la boucle est bouclée. Voilà. Voici ce qu'écrit Bill Gates sur sa page. J'ai partagé une vidéo dans laquelle je bois de l'eau qui vient de mes... Aujourd'hui, la machine qui a fabriqué cette eau, le Janiki Omniprocessor, se trouve à Dakar, Sénégal. On en a parlé tout à l'heure. Et en tant que projet pilote qui pourra ultimement sauver des vies et réduire les maladies dans les pays pauvres. Blablabla, voilà. Il existe... voilà, donc c'est Bill Gates. Voilà, il est partout en ce moment. Et vous n'allez pas le croire. Non. Les mathématiques sont racistes. Ben, figurez-vous qu'une chaîne YouTube a été censurée par YouTube parce que dans la vidéo, il disait « Oui, alors les Blancs sont en progrès, ils sont en train de battre les Noirs parce que la reine a bougé. » Donc, c'était une chaîne de jeux d'échecs. De commentaires de jeux d'échecs d'un grand maître international croate. Voilà où ils en sont. Voilà où ils en sont. Je ne sais pas si vous réalisez. Oui. On est parti dans un monde de fous, complètement fou. C'est extraordinaire. Et moi, enfin, écoutez, dans ma revue de presse, franchement... J'en apprends tous les jours, je vous assure, c'est passionnant ce que je fais. C'est pour ça que je le continue. Bien sûr, c'est vraiment bien sûr, mais c'est pour ça que je vous invite. Parce que je découvre des choses, mais je dis, mais c'est pas possible, quoi. Qui aurait imaginé un jour que Bill Gates filerait 120 millions à tout un tas d'associations qui ont décrété, noirs, ce sont que des noirs, que les mathématiques sont racistes et qu'il faut les simplifier. Non, mon pote, tu simplifies à 2 plus 2, ça fera toujours 4, ça fera pas 5, ou ni une pointe d'interrogation. Voilà. Non, mais... Vous savez, je pense une chose. Bill Gates voulait nous faire manger des sauterelles. Et encore, sauterelles... C'est plus ce qu'il y a de plus digeste dans l'affaire. Ouais, exactement. Mais j'en connais un qui mangeait des sauterelles, c'était son alimentation au désert. Il s'appelait... Teilhard de Chardin ? Non, Jean-Baptiste, Saint Jean-Baptiste. Ah aussi, oui, absolument. Mais je souhaite à Bill Gates de ne pas finir comme Jean-Baptiste. Décapité pour les beaux yeux. Pour les beaux yeux.
de la fille d'Hérode. J'adore les. Comment elle s'appelait déjà Est-ce que c'est Hérodiade? Non, Non, elle toujours la porte, le plateau en argent avec la tête de. Voilà que j'oublie son nom. De Jean-Baptiste dessus. Ah zut, bon, Salomé. Ça va revenir, ça va. Salomé. Non, je comprends, non. Enfin bon, peu importe. Si, c'est Salomé. C'est Salomé, d'accord. Elle avait dansé devant le roi. Toute nue. Oui, et il y avait d'ailleurs une relation un peu suspecte. Bon, mais c'est à la mode. Mais bref. Non, mais c'est très intéressant. J'ai beaucoup d'histoires de cul dans la Bible. Elles sont terribles. Mais ils ont censuré. Vous savez que les curés ont censuré toutes les histoires dès qu'il y avait un peu de fesses, d'érotisme. Lot et ses filles. Lot et ses filles, exactement. Ça nous éloigne de Bill Gates. Ouais. Mais ça nous rapproche d'Epstein. Exactement. Et Bill Gates prenait l'avion d'Epstein. Oui, oui. Et cet avion s'appelait... 6 fois il l'a pris, le Lolita. Lolita. Le jet. 6 fois. Le jet. Boeing 727. Lolita Express. Express, voilà. Lolita Express. C'était un jet. Voilà. Donc Epstein, Bill Gates est monté dans l'avion d'Epstein 6 fois de suite. Donc c'est pour ça que je redis, et je regrette que notre vidéo... Mais il faut absolument alors mettre notre vidéo là sur Epstein, parce qu'elle a disparu de YouTube. Nous avons eu des... Mais il faut la remettre, il faut le couper, mais bon. Des menaces de procès, hein. Non, mais il faut qu'on... d'un imam, hein, précisons-le, qui est venu défendre Epstein. Oui, lol. Alors, vous étiez à 550 000 quand la vidéo a été retirée. On était à 250 000. 550 000. 550 000. 550 000. Notre vidéo sur Epstein, 550 000. Oui. Merci à vous, chers spectateurs. On va la remettre, je vais la retrouver. On va la retrouver là. Eh bien, mon cher Pierre, nous arrivons à la fin de cet entretien. On n'a pas pu tout faire. Écoutez, franchement, regardez. Il y a tellement d'informations. Les taux négatifs, j'ai pas pu en parler. Oui, mais il y a quand même pas mal de choses qui ont été dites. Attends, pour la dernière, pour la route. Pour la route. Pour la route, regardez bien. Taux négatif, allez déposer votre argent ailleurs. Ah oui, c'est la banque allemande. C'est les Allemands. Les Allemands n'ont rien de pensé, du coup, leur épargne a gonflé par la magie du Covid. Sauf que les banques allemandes imposent des taux négatifs. Donc, Dieu seul sait si j'en ai parlé avec vous. Qui mécontentent les clients. Exactement. Et ce qui scandalise les clients. Et donc, que disent les banquiers allemands aux clients? Ils disent, si vous n'êtes pas content, allez dans une autre banque. Schnell, raus. Allez à la Commerzbank, par exemple. Allez à la Commerzbank. Ou à la Deutsche Bank. C'est très curieux, cette... Incroyable. Non, mais c'est du délire. C'est du délire. Qui aurait imaginé qu'un jour, des banques diraient aux clients qui viennent déposer de l'argent, allez déposer votre argent ailleurs. Oui, mais... Et vous savez que Jamie Dimon, le patron de la JP Morgan, a failli faire la même chose. Il y a eu toute une réunion, là, il y a 2 jours. Ils étaient en réunion. Ils disaient qu'on ne peut pas dire aux gens d'aller déposer... Parce ils ont trop d'argent. Oui, les gens n'ont rien dépensé, donc ils ont des trucs colossaux. Ils ont des taux zéro ou quasiment négatifs. Ça leur pose des problèmes, mais en même temps, ils ne peuvent pas dire aux gens allez déposer votre argent ailleurs. Vous imaginez le drame totalement surréaliste. Dans l'inversion. Tout inversé. Exactement. Mais c'est exactement parallèle. Tout est inversé. À l'inversion que vous désigniez tout à l'heure sur les noirs, les blancs, c'est la même logique. Attends, vous avez raison. Il y a eu un défilé de mode. Et je crois que là, pour la conclusion... Tiens, j'ai des signatures. On mettra les tableaux. Mais il y a un défilé de mode, alors, en couple, et donc vous avez un mannequin homme qui transportait... Alors, je ne sais plus quel couturier italien ou japonais, je pense que japonais. Et il transportait sa femme à l'envers. C'est-à-dire ses fesses étaient... il tenait comme ça, puis ses fesses étaient au niveau de sa bouche. Et ils ont défilé comme ça avec les nouveaux vêtements. Donc c'est l'inversion. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, les couturiers, ils sont un peu fous, quoi. Le Paco Rabanne avait un côté génial. Vous voyez, quand il a fait son truc en métal, ça, c'était... ça a annoncé les années 70, Vasarely, tous les trucs optiques. Aujourd'hui, c'était génial. Oui, mais cette photo, on va la mettre. Effroyablement. Mais c'est l'inversion. Et le type, même s'il ne sait pas de quoi il a tout compris. Il a capté ça là-haut, tout inversé, vous l'avez dit, bravo.
Ben, bravo à vous, mon cher Pierre. Nous avons merci. fait Écoutez, je retrouve nos lecteurs. Alors, on va voir les signatures là. Clichy-sous-Bois. Il y en a deux ou trois. Il y en a 3. À Rennes, à côté de Rennes. Oui. Et puis le 3e, je ne sais plus, mais on va l'afficher. Bon, on va l'afficher. Voilà. Et surtout, abonnez-vous à nos Twitter. Parce qu'on tweet beaucoup là, avec le confinement, etc. C'est très important, Twitter. Et bien entendu, abonnez-vous à la chaîne YouTube de TVL parce que YouTube nous fait du shadow banning, hein, beaucoup, beaucoup. Merci à vous. Merci Olivier. Pierre. À très bientôt, chers téléspectateurs, pour de nouvelles aventures bancaires, monétaires, financières.